C'était une attaque, la dernière, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de brûler intégralement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de tirer sur tous les passagers qui seraient présents à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir la queue entre les jambes avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement, ensuite ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Marc Botenga, écoutez-le, vous comprendrez ce que l'Europe a cotisé en termes de milliards d'euros pour équiper ceux qui pullulent, leurs mercenaires qui pullulent au Sahel pour nous faire la guerre. L'attaque du 18 juin 2026 était conduite par des mercenaires issus spécialement des rangs du Jinim, ce qu'ils appellent Nusra. Et c'est les Français qui les ont regroupés, qui les ont entraînés et qui ont donné des consignes claires, comme je l'ai dit, de détruire intégralement et totalement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Cette attaque du 18 juin n'est pas la dernière, parce que nous suivons déjà, l'objectif n'étant pas atteint, les renseignements français sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter une troisième attaque. Que les gens comprennent que ce combat sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel. C'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. C'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies africaines de la France nous échappent, j'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. L'attaque de l'aéroport international de Diori Hamani a été conduite, comme je l'ai dit d'ailleurs lors de la première attaque, par Emmanuel Macron, qui est le défenseur des intérêts de l'Europe, une Europe qui s'est alignée systématiquement derrière lui et qui mobilise des milliards pour acquérir du matériel adapté au Sahel et conduire la destruction des peuples sahéliens, tout simplement pour préserver leurs intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y, encore écoutez une fois de plus l'intervention le 12 passé du sénateur belge, l'un des derniers lucides en Europe, et qui avait dit
qu'ils découvrent, après l'intervention de Gomar, que les milliards qu'ils cotisent pour payer un armement et de l'équipement militaire adapté au Sahel, alors qu'on leur dit que c'est pour conduire une guerre contre la Russie, ils découvrent à travers l'intervention de Gomar la destination de ces milliards qu'ils sont contraints de prélever sur leurs frais d'hôpitaux, c'est pas moi qui le dis, sur leurs impôts et sur leurs fonds de l'éducation. Vous avez posé une question relativement à l'attaque qui s'est passée le 18 passé à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Je veux dire le 18 juin. Il ne faut pas se limiter à la horde comme vous l'avez annoncé. Parce que le problème, ce n'est pas la horde des mercenaires que nous voyons. Le problème, c'est les sponsors, ou ce sont les sponsors de ces hordes de mercenaires qui endeuillent le Sahel à deux seins. C'est eux qu'il faut d'abord décrypter. Et c'est ce qui m'amène à vous demander toujours de ne pas vous arrêter à la peinture superficielle. Il faut gratter pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous. C'est ça l'analyse critique et c'est ça l'esprit d'analyse également. Pour un peu rappeler des faits ou des propos tenus pour que ce que je veux dire et ce que je vais désigner ne tombe dans aucun doute. Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France bien sûr. Il était en déplacement en Outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie? Puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. Et ce n'est pas à une CEDEAO soumise et inféodée à la France de nous dicter les choix pour notre souveraineté. La même période,
en août 2023. Vous vous rappelez du fameux Sylvain Ité, ambassadeur auprès de Bazoum, pas auprès de la République du Niger, qui avait ouvertement défié les autorités nigériennes. Nous étions surpris de son attitude parce que nous avons été naïfs. Parce que pour lui, le Niger était la continuité de la France. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel qu'il ne reconnaisse les changements que nous avons opérés et qu'il applique la ligne de conduite que Emmanuel Macron et sa suite lui ont dictée. Toujours 2023, en août, il y a eu plusieurs débats en France. Je veux ce rappel et je le fais parce que le rappel sauve. Et ceux qui ont tendance à s'assoupir se réveilleront. Il y a un certain Vincent Kourouzé, un agent de renseignement, parce qu'il disait que c'est un ex-agent, mais en termes de service, il n'y a pas d'ex. Ils sont actifs jusqu'à la mort. Est intervenu ouvertement sur une télé française pour dire que, compte tenu du fait que leurs troupes sont en train de se désengager du Niger, c'est l'occasion pour organiser et conduire des opérations de déstabilisation subversive contre le Niger. Mais il n'y a pas que Vincent Kourouzé. Rappelez-vous du fameux général qui avait dit que dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront obligés de traverser la Méditerranée par les armes, avec les armes, et ensemble avec les autres pays de l'Union européenne ou des autres pays de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont actifs dans ces manœuvres de déstabilisation. Donc, ils seront obligés de traverser la Méditerranée de façon armée pour défendre leurs intérêts. Le mot armé a tout son sens. Ce n'est pas diplomatiquement qu'ils vont venir. Et quand on dit de façon armée traverser la Méditerranée pour rétablir des privilèges perdus, ça nous rappelle, et il faut qu'on ait de la mémoire, la colonisation. La colonisation s'est faite en 2 phases. Une première phase avec ce qu'ils ont appelé des explorateurs, mais ce ne sont en termes militaires que des éclaireurs. Et la deuxième phase qui a consisté à l'utilisation de la force pour massacrer des Africains. Parce que la colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Un autre homme politique, également français bien sûr, vous vous rappelez de Thierry Le Breton, avait ouvertement dit, et je le cite, je dis bien je le cite, et je l'ai cité une fois ici, mais on ne citera jamais assez pour que ceux qui continuent à somnoler se réveillent. Donc je le cite, c'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies
africaine de la France nous échappe. J'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. Et l'Europe unie doit combattre cette vision. Un de ces trois putschistes doit tomber. Les autres vont se raviser. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne peut diriger le monde. Fin de citation. Je prends ce temps parce que rien que cette citation est suffisante pour tout esprit doté de sagesse, de dignité et d'indépendance pour comprendre que le combat ne fait que commencer, que le combat sera long, sera difficile, sera pénible. Mais c'est un combat entre ceux qui défendent leur dignité, ceux qui défendent leur statut tout simplement d'être humain, être humain sacré, être humain ayant des droits, et ça, quelle que soit la race. Je le dis et je le répète, parce que nous constatons avec regret qu'il y a certains compatriotes, certains Africains qui ont malheureusement perdu cet esprit de dignité, cet esprit d'indépendance, cet esprit de souveraineté. Donc c'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour l'être humain tout court, contre l'autre volonté, celle de soumettre, de coloniser, qui est une volonté conduite, sous-tendue par la cupidité sans égale et qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs qu'en Occident. Que les gens comprennent que ce combat sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel. C'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. Je l'ai dit et je le répète, cette citation a plein de sens. Mais on ne s'arrête pas à ça. On cite les hommes politiques français ou d'autres hommes politiques français, notamment Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Allez-y voir ses déclarations lorsqu'il intervenait devant le Sénat français le 9 avril, je crois, et le 20 mai. Vous comprendrez
ce que vous devez comprendre. Écoutez Emmanuel Macron lors de ses multiples sorties, dont la plus récente, pas la dernière, l'avant-dernière, qui s'est déroulée au forum. Je n'aimerais pas répéter parce que je ne suis pas un perroquet, qui s'est tenu au Kenya, à Nairobi plus précisément, où il s'est levé pour encore rappeler à l'ordre les Africains comme ils ont toujours fait et comme ils pensent être en devoir de faire parce qu'ils sont en face des êtres inférieurs dont le statut et le rang n'a aucune importance. Mais comme l'a dit un Nigérien, effectivement, ils sont en droit de le faire parce que c'est les Africains et les responsables africains qui ont permis que ce comportement, que cette attitude de condescendance perdure et perdure face aux Africains. Emmanuel Macron, la dernière intervention, avait tout simplement rappelé que nous n'avons pas d'autre choix que d'être les esclaves des salons comme nous l'avons toujours été. Mais Emmanuel Macron se rappelle lui-même sa présence accidentelle en France ne date pas de plus de 50 ans. Au moment où nous étions en France, il y a des milliers d'années. Nous sommes des êtres humains, même s'ils pensent que l'ingratitude n'est pas transmissible à l'homme. Nous sommes des êtres humains. Avant l'accident climatique qui a conduit à l'apparition de la deuxième race, allez-y lire Cheikh Anta Diop ou écouter Cheikh Anta Diop pour vous en convaincre. Les politiques ne sont pas les seuls. J'avais parlé du général Lecointre pour ne pas le citer. Mais je parlerai d'autres généraux encore plus récents. Il s'agit du général Thierry Bourcard, qui était le chef d'état-major des armées françaises, auquel a succédé le général Fabien Mendon, ou bien le général Pascal Yanni, ou bien les responsables des renseignements français, notamment Émier, qui a été remplacé par Lerner, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé son nom, qui est actuellement le chef des renseignements français, la DGSE. Écoutez leurs interventions, écoutez leurs propos, vous comprendrez ce que j'avais dit au départ et que j'ai jugé nécessaire de faire tout ce rappel pour que, quand je vais dire la horde de ceux qui sont venus pour la deuxième fois à l'aéroport sont des mercenaires à la solde de la France, mais de façon plus générale à la solde de l'Union européenne ou de l'Europe ou de l'Occident plus généralement. Et ça également, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez le sénateur belge, je me rappelle, le DG RTN a passé un élément, Marc Botenga, écoutez-le, vous comprendrez ce que l'Europe a cotisé en termes de milliards d'euros pour équiper
ceux qui pullulent, leurs mercenaires qui pullulent au Sahel pour nous faire la guerre. Même les plus naïfs comprendront que quand on mobilise 12 000 hommes sur des motos pour chercher à envahir le Mali, ce n'est pas l'œuvre de vendeurs de vaches volées, de vendeurs de poules volées ou de vendeurs de coqs volés, ou bien de quelques prélèvements de zakat pour financer 12 000 hommes à moto et d'autres à bord des pick-up. On l'a vu et le monde est témoin de cet état de fait. Mais le monde ne bouge pas. Nous allons bouger parce qu'il va de notre survie. Donc ceux qui sont venus à l'aéroport sont des marionnettes. C'est comme quelqu'un qui vous indique le soleil et que vous concentrez votre regard sur son doigt. Croire que ceux qui sont venus à l'aéroport sont des terroristes qui combattent pour une cause, c'est être extrêmement naïf et ne rien comprendre à ce que je viens de citer. L'aéroport a été attaqué une deuxième fois. L'aéroport sera attaqué parce que c'est de la survie de la France qu'il s'agit. Et la France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir la queue entre les jambes avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement, ensuite ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la France qui a financé. Nous avons des éléments de preuve et je vous le dirai. L'assaut contre l'aéroport la nuit du 28 au 29 janvier d'abord. Ensuite, celui du 18 juin, toujours de la même année 2026. C'était une attaque, la dernière, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de brûler intégralement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de tirer sur tous les passagers qui seraient présents à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Ils sont venus essentiellement de la rive droite, donc du Gourma. À la différence du conglomérat de l'attaque du 28 au 29, qui avait regroupé des mercenaires du JINIM, de l'EIGS, de l'Akurawa et autres ex- ou anciens militaires, l'attaque du 18 juin 2026 était conduite par des mercenaires issus spécialement des rangs du JINIM, ce qu'ils appellent Nusra. Et c'est les Français qui les ont regroupés, qui les ont entraînés et qui ont donné des consignes claires, comme je l'ai dit, de détruire intégralement et totalement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après leur formation, ils ont commencé leur mouvement, pour certains le vendredi 13, pour d'autres le samedi et pour certains le dimanche. L'attaque a été planifiée
pour être conduite sur 3 sites simultanément. Le premier site, c'est l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le deuxième site, c'est le palais de la présidence et toutes les annexes. Et le troisième site qui devait être attaqué est Tondibia, le centre d'instruction et l'école de formation des officiers. Pour cela, ils ont été dotés par les renseignements français en moyens de communication. Chaque combattant avait reçu 2 types de téléphones. Il y a une marque qu'ils appellent Techno, pour ceux qui sont amateurs ou professionnels dans le domaine. Techno 30, Spark 30. Et il y a une autre marque, IT 5606. Les spécialistes de la communication, ils sauront de quelle marque je parle. Ils avaient reçu l'ordre de mener cette attaque sur ces 3 positions, l'ordre de détruire. Mais nous ne sommes pas aussi, comme on le dit en langue, Kanwallasa. Nous avons cessé d'être Kanwallasa qu'ils ont connu parce que nous avons pris notre destin en main. Eux, sur leur planification, mais nous avons aussi notre planification. Face à ce choix stratégique que nous suivons, bien sûr, que je ne vous dirai pas pour des raisons tout simplement stratégiques, nous avons conçu, comme toujours, et comme on sait bien le faire, une riposte. Riposte qui nous a permis d'interpeller déjà le commando qui était censé conduire l'attaque du palais et du centre d'instruction de Tondibia. Nous les avons interpellés le 16 et le 17 juin. Donc, avant l'attaque. 1 ou 2 jours avant l'attaque. L'autre commando dont on va retrouver le repère à 1 km à l'est de l'aéroport international Diori Hamani, nous connaissons la composition exacte de ce commando-là et nous connaissons ceux qui ont survécu à l'attaque du fait qu'ils ne soient pas neutralisés ou arrêtés, mais tout simplement parce que c'était les plus intelligents qui donnaient les ordres à partir de certaines résidences à la périphérie de Niamey et qui ont eu le temps de fuir quand ils ont découvert que l'attaque a échoué. Bien sûr, aux grandes dames de leurs sponsors français, dont on a vu toute la déception. Donc l'attaque du 18 juin a été conduite par des mercenaires à la solde de la France. Et cette attaque visait des objectifs et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours poser des questions pour comprendre les enjeux. La première raison qui a conduit à cette attaque, vous vous rappelez, nous avons chassé au moins 4000 militaires occidentaux de notre aéroport, de la base aérienne de Niamey, particulièrement. Pour ce faire, la France voulait par tous les moyens montrer que tant qu'ils seront chez nous,
nous serons en sécurité. Mais tant qu'ils ne seront pas chez nous, nous serons là également en insécurité permanente. Mais nous savons ce semblant d'insécurité ou cette insécurité permanente, justement, a pour but de montrer aux Africains que le Seigneur français, le Dieu français, est le seul capable de les protéger. Le deuxième objectif à travers cette attaque, c'est de donner une forme à leur guerre informationnelle qu'ils avaient développée à travers, vous vous rappelez, la cellule Sahel de l'Élysée, qu'ils avaient conçue et mise en place en août 2024. Et je l'ai rappelé parce que c'était un certain Jean-Marie qui était le responsable de cette cellule Sahel de l'Élysée et qui avait cette composante de guerre informationnelle où il disait qu'il allait doter l'Élysée et le Quai d'Orsay d'une force de frappe informationnelle. Donc il fallait montrer à travers cette guerre informationnelle que les pays du Sahel particulièrement qui font aujourd'hui l'objet ou qui sont l'objet de tous les tirs groupés de la France pour montrer l'incapacité des Africains à s'auto-conduire, à s'auto-déterminer. Une autre raison, vous savez que le Niger est un pays continental. Le Niger n'a pas de port. Donc, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est un point stratégique qui relie le Niger au reste du monde. Parce que les voies ou les couloirs qui conduisent nos convois vers les ports sont soit systématiquement visés, là également c'est à dessein, ou fermés. Et là également, nous savons les raisons qui nous ont conduits à prendre ces décisions-là, ou à maintenir, acter les décisions et à tirer profit également en tant qu'être humain des avantages que ces actes irréfléchis posés nous ont donnés. Pour ceux qui savent lire à travers les lignes sauront de quoi je parle. Donc l'attaque du 18 juin n'est pas une surprise et ne doit pas être une surprise pour les Nigériens. Cette attaque du 18 juin n'est pas la dernière parce que nous suivons déjà l'objectif n'étant pas atteint. Les renseignements français sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter une troisième attaque. Je le dis ici et je le répète, nous les avons à l'œil. Et pour ça, pour réussir cette attaque, la France d'Emmanuel Macron, qui nous qualifie toujours de putschistes, alors que s'il y a un putschiste au monde aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'Emmanuel Macron. Il m'arrive. Il arrive à Assimi Goïta, il arrive à Ibrahim Traoré de signer des ordonnances. Mais nous signons également des décrets. Parce que nous sommes des chefs d'État et des présidents de nos pays. Emmanuel Macron, depuis qu'il est là, qui ne se souvient pas de l'article 49.3, il a toujours signé des ordonnances par 49.3. Même le budget d'avant-hier a été voté par 49.3. Donc où est le putschiste? Posez-vous la question et donnez-vous la réponse. Donc cette même France ne va jamais abandonner. Ils n'ont jamais abandonné au Vietnam. Ils ont été contraints d'abandonner.
par le courage, le sacrifice des Vietnamiens. Ça sera la même chose en Afrique et au Sahel, dont je suis sûr. Ils seront contraints d'abandonner parce que nous avons fait un choix de nous sacrifier pour nos États, pour nos pays, un choix de nous sacrifier pour notre confédération et un choix irréversible qui va au-delà de nos personnes. C'est un choix de tout un peuple. Et aucune puissance ne saura venir à bout d'un peuple déterminé, d'un peuple prêt à se battre pour sa dignité. Donc, que le Nigérien ne se laisse pas traumatiser par le tapage médiatique qui a pour objet de montrer notre incapacité à nous autodéterminer, notre incapacité à nous comporter en homme digne et souverain, notre incapacité à diriger nos États, notre incapacité à sécuriser nos États. Nous savons d'où vient la menace, nous savons quels sont les sponsors de la menace et nous savons que ceux que nous confrontons, que nous tuons malheureusement, sont des frères africains parce qu'ils ne sont pas tous de l'espace du Sahel. Il y a d'autres qui viennent des horizons lointains, mais l'un de l'autre, c'est des Africains que nous tuons. Et c'est entre Africains, malheureusement, nous nous entretuons au plaisir des puissances coloniales et néocoloniales, malheureusement, et je le regrette. Donc, de façon synthétique, même si je n'ai pas été synthétique, oui, je dirais que l'attaque de l'aéroport international de Dioro Hamani a été conduite, comme je l'ai dit d'ailleurs lors de la première attaque, par Emmanuel Macron, qui est le défenseur des intérêts de l'Europe, une Europe qui s'est alignée systématiquement derrière lui et qui mobilise des milliards pour acquérir du matériel adapté au Sahel et conduire la destruction des peuples sahéliens, tout simplement pour préserver leurs intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y encore, écoutez une fois de plus l'intervention le 12 passé du sénateur belge, l'un des derniers lucides en Europe, et qui avait dit qu'il découvre, après l'intervention de Gomar, que les milliards qu'il cotise pour payer un armement et de l'équipement militaire adapté au Sahel, alors qu'on leur dit que c'est pour conduire une guerre contre la Russie, ils découvrent à travers l'intervention de Gomar la destination de ces milliards qu'ils sont contraints de prélever sur leurs frais d'hôpitaux, c'est pas moi qui le dis, sur leurs impôts et sur leurs